Est-ce que vous avez vu le prix de la RAM en ce moment? C'est un truc de ouf. Attendez, je vais vous montrer. Amazon, euh, 8 Go DDR4, regardez ça. Bam! Combien 8 Go DDR4, c'est même pas 3200 MHz, c'est 2666 pour 53 euros la barrette. Moi je me rappelle à l'époque quand j'ai acheté mon PC, c'était 80 euros. T'avais deux barrettes Corsair RGB, là ce que j'ai dans mon PC. C'est une dinguerie les prix. Donc, faut pas dire du coup. Attention. C'est pas correct dans la langue française. Donc, pourquoi est-ce que le prix de la RAM explose comme ça? D'ailleurs, j'étais même pas au courant, j'ai remarqué ça il y a à peine quelques jours, mais c'est une dinguerie, les prix. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le prix de la RAM est aussi élevé. C'est un rapport direct avec l'IA. Je dis pas ça en mode putaclic, tout ça, mais ça a vraiment un rapport avec l'IA, avec, avec les stratégies des entreprises qui produisent de la RAM, notamment les RAM cruciales, etc. Mais bref, je vais rentrer dans les détails un peu plus tard. Donc ouais, là je viens de rentrer de la salle, je viens de me doucher et tout, je suis tout propre, donc voilà. Et je me suis dit, j'avais oublié de faire une vidéo là ce week-end. Donc là, je me suis dit, il est minuit, je vais en faire une rapide sur un sujet dont je voulais parler. Parce que ouais, en fait, je pense c'est mieux quand même, plutôt que de parler de 70 actus à la fois, de parler juste d'une chose, d'un sujet précis, et de rentrer plus en détail. Comme ça, on comprend plus les tenants, les aboutissants. Ça se dit, ouais, et les enjeux d'un sujet. Et donc là, j'ai décidé de vous parler de tout l'écosystème autour du hardware de l'IA. Et je vais vous parler évidemment des futures opportunités que moi je pense qui sont très profitables. C'est anglais le mot, pardon. Qui peuvent être très bénéfiques et apporter beaucoup de. Ramener beaucoup d'argent, voilà. Ramener beaucoup d'argent, voilà. Et donc, à savoir que euh, d'abord, pourquoi la RAM est aussi chère? Tout simplement, c'est parce que les data centers, pardon, pas les data centers, les modèles d'IA ont énormément besoin de RAM. Ils sont extrêmement, j'ai pas le mot. Ils ont besoin de beaucoup de RAM pour fonctionner, pour leur modèle, etc. Donc c'est de la mémoire vive. Donc typiquement, quand vous allez faire, je sais pas, une requête à ChatGPT, ce qui va se passer, c'est que votre requête va être transmise du coup à OpenAI, etc. Et OpenAI va traiter cette requête dans ses serveurs, etc. Je connais pas les détails, mais bref, ils ont besoin de la RAM, de RAM, pardon, euh, parce que plus de RAM égale plus de puissance de calcul, plus de vitesse, etc. Donc, les entreprises comme OpenAI, je sais pas, Mistral, Perplexity ont besoin de cette RAM pour améliorer leur modèle. Donc, ça, c'est un impact direct bah, du coup sur les prix. Premièrement, bon, je vais actualiser ça. Premièrement, il faut savoir que les entreprises qui fabriquent de la RAM euh, euh, voient leur chiffre d'affaires et leur vente exploser. Déjà, on a Micron. Micron, je pense, c'est possible que vous connaissiez. C'est une entreprise dans la hardware, tech, tout ça, et qui fait donc de la RAM. Ils font notamment Crucial, que c'est sûr vous connaissez. La RAM Crucial. Et d'ailleurs, c'est une grosse entreprise quand même. Leur capitalisation, leur capitalisation boursière, elle est à combien? Je sais pas où je vois ça. Micron, Micron, market cap, hop. 320 milliards de dollars. Oh, c'est. Ah ouais. Ah, mais après. euh, Après, ouais, c'était quand même beaucoup moins élevé. C'était moins de 100 milliards il y a quelques mois. Mais ouais, vous voyez que. Bah voilà, l'action a explosé. Tout simplement parce que la RAM. Et il faut savoir que donc ils produisent la RAM cruciale, mais
ils ont décidé d'arrêter d'en produire de RAM pour les particuliers. Ils se concentrent maintenant uniquement pour produire des RAM pour les professionnels, donc les modèles d'IA, etc. Et c'est une décision stratégique majeure. À voir ce qui va se passer dans le futur. Le truc, c'est que c'est quand même une grosse décision d'abandonner leur marché pour les particuliers et de se concentrer uniquement sur les professionnels et vendre ça à des entreprises d'IA, etc. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, moi, je trouve ça très culotté de leur part quand même de miser de miser à ce point sur l'IA, sachant que beaucoup de gens disent qu'on est dans une bulle et peut-être que je sais pas, peut-être que l'IA est surestimée et que là, vous avez vu, il y a comment on appelle ça, une espèce de boucle de financement entre les gros acteurs de l'IA comme Oracle, Nvidia, Meta, Microsoft, tout ça, où ils se financent entre eux, ils disent en gros, t'as une entreprise qui va dire ouais j'investis dans ton entreprise à condition que toi tu m'achètes des trucs, je sais pas, par exemple Oracle, Nvidia qui allait voir Oracle qui disait ouais je vais investir donc dans Oracle seulement si tu achètes mes puces Nvidia du coup. Et donc ça fait que en fait ça gonfle artificiellement les revenus de Nvidia et à la fois l'action boursière de Oracle parce que Nvidia investit dedans. Et donc c'est un cercle vertueux, on peut dire, mais qui a des risques d'exploser. Et pourquoi je parlais de ça d'ailleurs? Je parlais de ça parce que ouais, c'est une bulle qui est très... Enfin, on sait pas ce qui va se passer dans le futur, quoi. Peut-être que là, il y a une demande extrêmement forte sur tout le hardware autour des data centers, etc. Mais peut-être que au bout d'un moment, on va se rendre compte que il n'y a pas besoin de autant de puissance de calcul que ça. C'était d'ailleurs ce qui est arrivé avec quand le modèle DeepSeek est arrivé. Je sais pas si vous connaissez le modèle d'IA chinois là qui était venu et qui proposait les mêmes performances que ChatGPT, mais en utilisant beaucoup moins de puissance de calcul. Et donc ouais, franchement je comprends pas. D'ailleurs je pense que c'est aussi pour cette raison. Euh, Attendez, je regardais DeepSeek release date. C'était quand ça? Décembre 2024. Est-ce que je peux voir décembre 2024? C'était quand ça? Décembre 2024. Ouais. Il n'y a pas eu d'impact sur le cours de la bourse. Euh, Pourtant, je pensais qu'il y en aurait un. Mais donc, ouais. C'est bizarre. Moi, je trouve que c'est bizarre en tout cas que l'action explose que après. Après, donc en avril, l'annonce des droits de douane de Trump. Donc, qui a mis un gros choc sur l'action, toutes les actions boursières en fait. C'était où ça? Euh, Avril, ouais, c'était là. Ouais, donc Donald Trump a annoncé le droit de douane, ça a explosé, ça a fait. Ah ouais, ça a perdu 30% de sa valeur. Et ensuite, après ça, l'action commence à exploser. Je sais pas pourquoi ça n'a pas explosé avant. Franchement, je comprends pas. Je pense que je vais faire plus de recherches là-dessus. Je vais en quitter là-dessus et puis je vais peut-être faire une deuxième vidéo la semaine prochaine dessus pour expliquer pourquoi est-ce que les actions de. Toutes ces actions là que j'ai regroupées. Donc il y a quoi? Il y a. C'est quoi ça? Samsung qui fait de la RAM, des, des HDD, comment on appelle ça? Du cold storage. Et Hynix aussi qui fait de la RAM. Western Digital Union. Western Digital, tout court, Corporation. Digital Union, c'est la banque, pardon. Qui fait aussi du stockage. Je sais pas s'ils font de la RAM. Et qui ont tous explosé. Ça, c'est quoi? C'est SanDisk? Seagate, pardon. Seagate qui a aussi explosé, qui fait bien sûr du cold storage, etc. Je sais même pas si cold storage c'est le bon mot. Je sais pas si cold storage, c'est quoi. Je dis ça comme ça, mais c'est quoi ça? C'est un film. Vas-y. Oula. Ok, peut-être j'ai de la merde. Mais bref, en gros, c'est des trucs comme les HDD, les SSD, etc. Et t'as SanDisk aussi qui a d'ailleurs fait son entrée en bourse il y a pas longtemps, début de cette année. Je pensais qu'elle était cotée en bourse depuis plus longtemps quand même. Donc ouais.
Donc ouais, toutes ces actions-là ont explosé à peu près au même moment. Bon, SanDisk, ça a explosé il y a à peine, il y a à peine 3-4 mois, hein. Ça a explosé il y a à peine 3-4 mois. Bizarre. Ça a explosé un peu plus tard que ces entreprises qui... Après, là, il y a eu le rebond des tarifs douaniers. SanDisk n'a pas eu le rebond aussi rapidement des tarifs douaniers, je sais pas, peut-être parce que... je sais pas du tout. En tout cas, ouais. Et d'ailleurs, si vous vous demandez, vous voyez ça, c'est les tickers. On appelle ça les tickers de chaque action cotée en bourse. C'est en gros comme les codes pays, ou par exemple, tu as la France avec FR, l'Allemagne avec DE, etc. Mais là, c'est des codes pour les actions boursières. Et ce qui est drôle, c'est que les actions coréennes et japonaises ont souvent des chiffres pour rendre ça plus facile à retenir et à taper plutôt que de taper, je sais pas, MU pour micro-technologie, SNDK pour SanDisk. Donc ouais, c'est assez drôle qu'ils utilisent des nombres pour les tickers de leurs actions. Bref, donc moi en tout cas ça me fait peur, ces actions qui s'envolent. On va voir rapidement leur chiffre d'affaires, leur revenu. Bon c'est bizarre les analystes. Ah ouais, ok. Les analystes estiment que les actions dans ce domaine ont encore du potentiel, qui peuvent encore monter énormément d'ici un an. C'est franchement un truc de ouf. En tout cas, ouais, le PI ratio est extrêmement faible hein, quand même. Oh waouh. Ah ouais, non. Extrêmement élevé, pardon. Donc ouais, le marché évalue que ces actions valent aussi cher, je sais pas pourquoi. Je pense pas que cette demande de l'IA des entreprises OpenAI, tout ça, puisse causer un impact aussi élevé sur l'IA. Je regardais micro-technologie. Donc ouais, je vais me baser sur Micro, hein, vu que c'est l'une des plus grosses entreprises dans le secteur. Le revenue, donc c'est le chiffre d'affaires, qui est que de 37 milliards. Leur chiffre d'affaires est que de 37 milliards et leur capitalisation boursière est 10 fois plus élevée que leur chiffre d'affaires. C'est un truc de ouf. Pour comparaison, Microsoft c'est 3 ou 4 milliards. Il me semble que c'est 3,5 milliards de capitalisation boursière. Et ils ont. Ah non, ils ont 10% aussi. Non, en termes de chiffre d'affaires, c'est assez. Attendez, Nvidia. Après, ok. Après, la différence, c'est que Microsoft et Nvidia ont des marges extrêmement élevées. 0% en 30 septembre, je sais pas pourquoi ils ont dû investir massivement. 2024, on va voir. Donc ouais, 35% pour Microsoft de bénéfice net. Qu'en est-il de Nvidia? 20%, c'est ça? Non, ça, c'est le revenu. Euh, Net profit 2024, combien? 29 milliards de bénéfices nets en 2024. Nvidia Revenue 2024. C'est combien? C'est... Ouais, donc ils ont à peu près 50% de marge, Nvidia. Et Micron, on va voir, ils ont combien de marge? Micron. Technologie net profit 2024. Ah ouais. Oh wow. Non, on va regarder 2025 plutôt. Donc ça, c'était... Ouais, c'est 2025. Ah ouais, une augmentation de 1000% de leurs bénéfices. Ouais, donc ça passe de 780 millions de dollars à 8 milliards de bénéfices annuels. Mais on va voir la différence aussi de revenus euh, de micro-technologie. Micro-technologie revenue. Donc ça c'est quoi? C'est 2024.
34 milliards. Ah non, 34 milliards en 2025. Euh... Ah non, attends. Ah, j'ai de la merde, attends. 37 milliards de chiffre d'affaires pour 8 milliards de... Ouais, non, leur marge est extrêmement faible. Enfin, extrêmement faible. Comparé à Nvidia, Microsoft, évidemment. Et leur marge, elle est combien de pourcents 20% contre 50% pour Nvidia et 30% pour Microsoft. Donc ouais, leur marge... Enfin, on va se baser que sur micro, encore une fois. Mais donc leur marge est quand même assez faible. Et pourtant, leurs actions explosent en bourse, hein. Donc ça veut dire que on voit vraiment un potentiel dans le futur. Et le marché boursier pense que ces entreprises vont avoir ce chiffre d'affaires qui va pouvoir être... euh, je parle en français, j'ai que le mot anglais. Sustainable. Je suis un connard, je parle en anglais, mais je sais pas comment dire ça en français. En tout cas, soutenable. Il me semble que c'est ça. Euh, donc ouais, le marché pense que ces entreprises comme Micron peuvent avoir un chiffre d'affaires aussi élevé, soutenable. À voir ce que le temps, à voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi j'investis jamais dans les entreprises qui connaissent une croissance aussi rapide. Donc, pour vous dire, moi dans quoi je compte investir, deux secteurs, l'énergie et la cybersécurité. Premièrement, l'énergie, pourquoi? Parce que les data centers, ils ont besoin de trois choses, comme j'avais dit dans une des vidéos précédentes. Ils ont besoin d'espace, ça on peut pas vraiment investir dedans, à part si tu veux investir dans l'immobilier, mais bref, aucun rapport, c'est terrain. Bref, je divague. Ils ont besoin évidemment de hardware, de disques durs, de RAM, etc. Et enfin, ils ont besoin d'énormément d'énergie, de l'énergie. Qui sont les plus gros acteurs en énergie? On a en France Engie. Il y a bon, Saudi Aramco qui ne fournit pas, il me semble qu'ils ne fournissent pas d'énergie pour les data centers, etc. Donc, voilà deux entreprises dans lesquelles je vais investir euh, parce que elles ont des accords directs avec des entreprises de data center, etc., notamment Nvidia, qui sont, laisse-moi les retrouver, Schneider, comment ça s'écrit? Schneider Electric, stock price. Bon, l'action est quand même assez bien montée. 130 milliards de capitalisation boursière. Pourquoi ils sont pas dedans? Je sais pas pourquoi ils sont pas dedans. Il y a NG dedans. Ouais, il y a NG. Je sais pas pourquoi. Pardon, je suis malade de fou. Je sais pas pourquoi ils sont pas dedans, mais donc ouais. Sur le nom, solution numérique d'énergie et des. Ouais. Ils font de l'énergie, pourtant je sais pas pourquoi ils. Je pense que le site Companies Market Cap a loupé. Bon, a loupé Schneider Electric. Mais bref. Hop. Schneider Electric Data Center. Ouais, regardez, ils proposent donc des solutions pour les data centers. Et surtout, NG, qui est une entreprise dans laquelle j'ai investi il y a 6 mois, ou un truc comme ça, un an, je sais plus. J'avais investi, il me semble, vers 18 euros. Donc ouais, vers là. Euh, Ouais, vers là, j'avais investi vers là. Et donc j'ai eu une belle plus-value quand même. J'ai eu plus... donc on passe de là à là. J'ai eu plus 20% en l'espace de quelques mois. Euh, donc c'est quand même pas mal. Sachant qu'en plus, NG distribue des grosses dividendes, hein. Regardez, je vais vous montrer. Stock dividend. Il me semble que c'était 10%, un truc comme ça. 70%. Ok. Ok, 1,10€ par action. Pour une action qui a 22 euros. Donc ça fait des dividendes de 5%. En plus des performances boursières qui sont, ma foi, quand même assez attrayantes. Donc ouais, les data centers ont besoin d'énormément d'énergie, donc ces entreprises-là vont pouvoir
tirer leur épingle du jeu. Et je comprends pas pourquoi les actions n'explosent pas déjà, comme le font les hardware. Pour moi, le prochain secteur touché par une explosion comme ça des actions, c'est l'énergie. Donc typiquement NG. Donc moi j'ai investi énormément de mon capital dedans. En tout cas, c'est quand même assez safe. Ils ont des revenus récurrents avec les particules, etc. Deux major. Putain, je commence à parler anglais. Deux gros désavantages de NG. Premièrement, euh, un des un des actionnaires principaux, c'est l'État français. Je sais pas, il possède combien de pourcents public, y compris. Je sais pas si c'est ça. Non, État français, 23%. C'est énorme. Donc ils ont quand même un gros pouvoir de décision sur les actions d'Engie. Et on sait que un État qui a un pouvoir de décision sur une action cotée en bourse, ça rend l'action pas très sexy parce que les États, les gouvernements ne recherchent pas en priorité le profit et peuvent, je vais vous donner un exemple de merde par exemple, s'il y a une crise, Engie pourrait par exemple augmenter fortement ses prix en énergie, mais l'État les en empêcherait pour pas créer une crise en France, je sais pas, bref. Et donc voilà, ça c'est un des gros downside de Engie. Et le deuxième, c'est que Engie est extrêmement endetté. Ils ont 60 milliards de dettes, c'est comme énorme. Je sais pas, Schneider Electric, ils ont combien? Schneider Electric dette. Ils ont combien? Ouais, ils ont que 18 milliards, vous voyez. Est 4 fois plus endetté que Schneider Electric, quoi. Alors que LG a une capitalisation boursière 2-3 fois plus faible que. Attendez, mais LG est encore plus endetté que sa capitalisation boursière, c'est un truc de ouf. Mais ouais, bref, LG est extrêmement endetté. Pourtant, ils distribuent 70% de leurs résultats nets en dividendes. Donc pour les actionnaires. C'est assez énorme. Et ça traduit d'une certaine santé financière qui montre qui montre que donc le NG se porte bien. Cette dette n'est pas vraiment un problème aux yeux de d'Engie parce qu'il commence à distribuer des dividendes. Donc pour moi, c'est une entreprise qui est vraiment sous-cotée, NG. Et j'investis aussi dans Schneider Electric. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de la cybersécurité, je sais pas vraiment c'est quoi les plus grandes entreprises en cybersécurité. On va voir ça. Il n'y a pas Top Africa, bon c'est pas grave. Cisco, mais bon, Cisco est assez diversifié et se spécialise pas dans la cybersécu. Euh, Okta, est-ce qu'ils sont cotés en bourse? Ouais, ils sont cotés en bourse. Ok, grosse explosion pendant Covid, et puis ensuite ça se. Ok, je sais pas. Bref, en tout cas, une entreprise que moi je kiffe, c'est Yubico. Pour l'action, elle se pète la gueule, sec, c'est quoi ça? C'est quelle. C'est quoi ça? Couronne suédoise. Ah, c'est des Suédois, ok. Ok, c'est des Suédois. Donc, ouais, c'est des Suédois qui ont Yubico. Et Yubico, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la cybersécu. Ils sont dans la cybersécu, ils font notamment ces clés-là. Moi, j'en ai entendu parler à travers Rabin des Bois. Je sais pas si vous connaissez. Mais bref, c'est en gros des clés qui te permettent en fait d'avoir une sécurité. Comment dire? C'est compliqué à expliquer. En gros, quand par exemple moi je vais me connecter sur, je sais pas, sur YouTube par exemple, et bah quand je vais entrer mon ID et mon mot de passe, au lieu d'avoir, je sais pas, un mail, un code envoyé sur mon mail, il va me demander de brancher cette clé sur mon appareil, que ce soit sur mon PC ou sur mon téléphone. Et si tu branches pas la clé en fait, il te laisse pas te connecter. Donc ça c'est une entreprise, c'est un produit c'est un produit, c'est sûr, qui sera, enfin en tout cas, même à l'heure d'aujourd'hui, même au jour d'aujourd'hui, qui se dit pas d'ailleurs, euh,
Beaucoup d'acteurs l'utilisent, surtout dans la tech comme Microsoft, etc. Beaucoup, toutes les entreprises utilisent des YubiKey. Donc pour moi, c'est un vrai potentiel, sachant que la cybersécurité, ça va être un des plus gros enjeux d'ici les prochaines années à venir. Ouais. En tout cas, l'action se porte pas très bien. J'ai pas analysé encore la finance de Yubico. Donc ouais, si j'investis dedans, c'est vraiment pour euh, pour leur projet, leur secteur, etc. Pas pour comment l'entreprise se porte. Ouais, moins 70% en un an, avec une capitalisation boursière à seulement 6 milliards. À voir, à voir, à voir. J'analyserai les finances dans une prochaine vidéo de Yubico. En tout cas, euh, moi j'aime bien leurs produits. Donc, j'investirai dedans, je pense. Après avoir. Si leurs finances se portent pas trop mal. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Ouais. Je fais une vidéo comme ça à minuit avant d'aller dormir. Avant d'aller lire avant de dormir. Parce qu'attention, c'est vraiment pas bien pour votre sommeil d'avoir les écrans juste avant de dormir. Bref, je vais pas vous faire la morale ou quoi, mais voilà, j'ai pris cette décision moi de lâcher les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et ça a vraiment amélioré mon sommeil. Bref, je commence à raconter ma vie. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Et je dis bonne nuit, mais je sais même pas comment vous regarder. Bref, salut.